Bonjour à tous, je m'appelle Lise Gauvin, je suis responsable du Carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé ici au Centre de recherche du CHUM et je vous souhaite la bienvenue à un séminaire de recherche aujourd'hui le 18 mai 2021. Nous avons le plaisir d'accueillir deux conférencières qui vont nous parler d'un projet qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire le laboratoire Espace Transition. Et il s'agit de Patricia Garel, qui est psychiatre et professeure agrégée de clinique au département de psychiatrie de l'Université de Montréal et psychiatre au département de psychiatrie du CHU de Sainte-Justine. Elle est chercheure au Centre de recherche du CHU de Sainte-Justine et directrice du laboratoire Espace Transition. Et elle va faire la présentation avec Kim Archambault, qui est professeure adjointe à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheure associée au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et co-directrice du laboratoire Espace Transition. Elles vont nous parler de recherche créative, de collaboration au service du développement de pratiques innovantes, adaptées et efficaces en santé mentale des jeunes. Et j'ai compris qu'elles vont faire une présentation de qui elles sont et de leur réalisation, parce qu'elles veulent aussi être nommées comme chercheurs associés ici au Centre de recherche du CHUM et donc développer des collaborations avec les chercheurs de chez nous. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Patricia et il y aura une période, je vous informe qu'il y aura une période pour l'échange et les questions et puisqu'on est un nombre, une quinzaine, on pourra faire des échanges verbaux. Donc, on vous invitera à ouvrir votre caméra et poser vos questions. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi poser des questions en utilisant le chat. Merci et au plaisir de vous entendre. À vous la parole, Patricia. Merci beaucoup, Lise. D'abord, merci de nous recevoir comme ça dans votre séminaire de recherche. Alors, c'était un plaisir pour nous d'être là. Effectivement, entre guillemets, recrutement, on a compris que c'était un séminaire un peu de recrutement. Donc, je vais brièvement souligner en fait ce qu'a réalisé Kim Archambault, qui a effectivement une formation de psychoéducatrice, a été nommée récemment professeure adjointe au département de psychoéducation de l'Université de Montréal et a commencé avec nous, en fait, il y a une dizaine d'années. Kim était étudiante au doctorat et elle a été élue l'heureuse récipiendaire d'une bourse pour réaliser sa recherche sur l'implantation et l'impact du projet Espace Transition. Dès qu'on a conceptualisé ce projet, la recherche évaluative était au centre du projet parce que ça concernait des jeunes assez fragiles et on voulait être sûr au moins, si on n'avait pas un impact positif, de ne pas avoir d'impact négatif. Donc c'est dans ce sens-là Kim a démarré avec nous d'emblée la conceptualisation du projet. Et puis, depuis plus de 10 ans maintenant, elle nous accompagne et je dois dire que le crédit du développement, de la rigueur est en grande partie en lien avec ses compétences. Donc voilà, Kim vous parlera tout à l'heure de l'aspect recherche. Moi, je vais aller vite. Donc, effectivement, je travaille à Sainte-Justine depuis plus de 30 ans maintenant et j'ai le privilège d'être au centre de recherche et d'avoir participé à différents projets. Mais maintenant, c'est vraiment ce projet Espace Transition qui, quelque part, un peu termine ma carrière. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui pour garder pas mal de temps pour les échanges et puis surtout pour la partie de recherche de Kim, je vais vous présenter brièvement le projet Espace Transition. On vous proposera quelques images pour l'illustrer, en fait, que ce soit un peu plus vivant que simplement la présentation PowerPoint. Et puis, Kim prendra le relève pour tout le volet recherche. Alors, les milieux de soins, les milieux académiques, les milieux artistiques sont des planètes qui se rencontrent rarement. Elles ont leur propre philosophie, leurs propres objectifs, leur propre façon de faire. Et elles bénéficient pourtant du partage de leur expertise et d'interfaces communes. Alors, je pense que c'est un peu la spécificité d'ITI qui a réalisé un contexte propice à ces rencontres, dont découle un enrichissement mutuel, dont on peut être, nous, témoins depuis plus de 10 ans. Et c'est de cela dont on va parler. Donc,
Finalement, les interfaces se développent entre milieux culturels et milieux cliniques, se développent autour de cette dimension universelle du pouvoir de l'art et de la création. Alors, c'est une dimension qui est à la disposition de l'espèce humaine depuis la nuit des temps. Et depuis que l'homme est sur cette terre, il a utilisé l'art pour, que ce soit les peintures rupestres, les danses rituelles, les cérémonies funéraires, l'art a été à sa disposition comme un moyen extrêmement important de faire face à son destin d'humain, confronté finalement à conscient de sa propre mort. Et l'idée de ce projet Espace Transition, c'est d'utiliser l'art et le processus de création pour remobiliser le talent et les forces de jeunes qui sont fragilisés par un trouble de santé mentale et les aider à retourner vers un rétablissement, pour ne pas dire une vie normale. On connaît le risque de l'irruption d'une pathologie psychiatrique ou d'un trouble mental dans cette période extrêmement importante du développement, et le risque aussi de se réfugier derrière un diagnostic pour ne pas avoir à affronter tous les défis que représente le fait de devenir adulte. Donc, espace transition, eh bien, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est offrir un espace sécuritaire, normalisant à des jeunes qui sont confrontés à un trouble de santé mentale, afin de les aider, dans le fond, à retomber sur leurs pieds. Alors, c'est un espace qui est situé, comme son nom l'indique, entre l'épisode de soins et le retour dans la communauté, où les forces sont soulignées, sans nier, bien sûr, les fragilités, où la complémentarité remplace la compétitivité. Quand on est, par exemple, en train de monter une pyramide et qu'un des jeunes tombe, eh bien, tout le monde tombe. Et où chacun peut être lui-même et trouver sa place au sein de groupes, ce qui est, je pense, notre défi à chacun en tant qu'être sociaux. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un dispositif simple, assez original, qui met à profit le pouvoir de l'art, la passion des artistes, l'expérience de groupe qui est orientée vers une création collective. Les jeunes ne sont pas réunis pour se faire des amis ou socialiser, ils sont là pour réaliser un projet commun. Donc, ce sont des ateliers qui réunissent un groupe d'environ 15 jeunes pendant 12 semaines, une fois par semaine ou 2 fois par semaine selon les ateliers. Ce sont des jeunes entre 14 et 25 ans. Les ateliers sont animés par des artistes et non des art-thérapeutes, et ils sont accompagnés d'une intervenante qui est participante à tous les ateliers, qui est présente à tous les ateliers, et ces ateliers sont donc orientés vers une réalisation d'une œuvre finale collective qui est présentée devant un public choisi. Alors, un élément très important de ce projet, depuis son début, et qui s'est révélé tout à fait intéressant et avec des conséquences positives pour tout le monde, c'est que le groupe est constitué de jeunes qui présentent un trouble psychiatrique, qui est stabilisé, bien sûr, il faut qu'ils soient capables de participer au groupe, mais il y a aussi des jeunes sans problème de santé mentale particulier, dans un rapport à peu près de 2 tiers, 1 tiers. Point important, les artistes ne sont pas au courant du statut de chacun. Seul l'intervenant clinique qui accompagne le groupe connaît l'histoire de chaque participant et assure donc la liaison avec les équipes référentes. Ça, c'est un point important parce que les artistes, d'emblée, ont un regard, entre guillemets, naïf sur ces jeunes, chacun étant participant à part entière, et ça change beaucoup la dynamique du groupe. Alors, les différents ateliers sont centrés sur différentes modalités artistiques. Donc, on a commencé avec le cirque du Soleil sur un atelier qui s'est finalement complexifié avec du théâtre, qui s'appelle Tous en scène, qui est 2 soirs semaine. C'est l'atelier le plus étudié et celui sur lequel Kim a fait sa thèse de doctorat. Ensuite, on a développé un atelier de percussion avec Jeunesse musicale du Canada, puis un atelier Espace Transition au musée avec le Musée des Beaux-Arts, un atelier de violoncelle avec l'aide des luthiers Wilder & Davis, et le dernier atelier, qui est non le moindre, qui est l'atelier d'espace transition à l'Opéra avec l'Opéra de Montréal. Donc, vous voyez que cette rencontre d'institutions culturelles de renom qui partagent leur expérience, leur savoir-faire avec des équipes de soins. C'est ça exactement l'essence même du projet Espace Transition. Alors, pour résumer les composantes essentielles de l'espace transition, eh bien, comme je l'ai dit rapidement, mais une expérience collective, des groupes très hétérogènes, puisqu'on a tous les types de diagnostics, 14 à 25 ans en termes d'âge.
On a des patients, des jeunes sans difficultés particulières. Ça se passe dans un contexte normalisant, stimulant en dehors des structures de soins, c'est-à-dire que ça peut se passer donc place des Arts, au Conservatoire de musique, au Musée des Beaux-Arts, bien sûr. Et donc, on a par contre la possibilité, on a un grand espace très aéré à côté de l'hôpital Sainte-Justine qui a permis de maintenir les groupes pendant la pandémie, ce qui a été un plus vraiment. Et ce sont les gens du musée, les gens de l'opéra qui sont venus dans nos locaux. Un espace protégé dans la mesure où il y a une intervenante clinique qui est là à chaque atelier et qui s'assure que les jeunes viennent, qui s'assure aussi que ce sont des ateliers très mobilisateurs, donc potentiellement déstabilisants, et qui s'assure donc que tout se passe pour le mieux avec un rôle dans les coulisses. Et enfin, ce dont je vous parlais, donc une création de représentation finale, c'est un point extrêmement important dans la mesure où ça canalise l'énergie du groupe vers cette représentation finale et ça introduit cette notion d'effort, d'exigence, de fierté. Donc on n'est pas dans un milieu, dans une ambiance compétitive, mais il faut que la représentation finale soit à la hauteur des attentes de ces jeunes. Ils vont le présenter devant leurs intervenants, leurs parents, devant leurs amis. Et donc, il y a un sentiment d'accomplissement, de fierté qui doit se dégager de ça. Alors, deux dimensions importantes, la recherche, l'enseignement. Donc, la recherche, Kim va vous en parler, elle est au cœur d'Espace Transition depuis le début. Et l'enseignement, c'est les jeunes non patients, c'est un terme que Kim n'aime pas, donc les coparticipants ou les jeunes sans difficultés particulières de santé mentale peuvent être des jeunes psychologues ou psychiatres c'est un stage optionnel pour l'Université de Montréal, l'Université de McGill aussi, pour les premières années de médecine. Enfin, la captation vidéo, depuis le début, on a pris des images qui nous ont beaucoup aidés aussi pour les formations, pour le recrutement des fonds, mais également à la fin de chaque session d'atelier, il y a un retour sur leur spectacle qui se fait avec les jeunes, avec les intervenants, avec les artistes, et on leur projette ce qu'ils ont réalisé finalement. Donc, ils apprennent aussi à apprivoiser leur image, et nous, c'est toujours un temps très intéressant aussi de retour sur le projet. Alors, je vais vous mettre 2 minutes, je crois, d'images qui vont vous illustrer. Il y a un peu tous les ateliers. Vous prévenir que dans cette petite vidéo, il y a aussi des images de ce dont Kim vous parlera plus en détail, qui est un des projets parallèles à Espace Transition, dans Espace Transition, mais qui n'est pas dans la réadaptation, qui est le cercle rythmique qui avait été mis sur pied grâce à Dr Brunet dans le sens de l'humanisation des soins. Donc, c'était des cercles rythmiques. Oups, là j'ai fait une erreur. Où tout le monde était invité, tous les gens pouvaient participer.
prendre 30 secondes. Ce que je trouve dans cette vidéo où il manque bien sûr l'opéra qui est plus récent, c'est l'énergie et le dynamisme qui s'en dégage. Je vais revenir 5 secondes sur les composantes essentielles d'Espace Transition pour souligner le point que ce sont sur ces composantes essentielles que Kim a construit l'aspect recherche évaluative et au niveau de l'impact. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Espace Transition, c'est une structure, un cadre assez ferme, assez solide, et qui permet finalement au niveau, donc dans cette structure, de développer des contenus très différents. Et on peut décliner chaque modalité thérapeutique, et même au sein de mêmes modalités thérapeutiques, il y a cette notion de chaque artiste va apporter sa coloration, et donc ces deux composants, ces deux aspects-là sont très importants. Un petit mot sur le recrutement des participants, parce que c'est un processus quand même assez complexe et très important, dans la mesure où les jeunes qui vont le plus en bénéficier, parfois ne sont pas ceux qui sont prêts à s'engager. Je pense par exemple à toute la population des troubles anxieux. Alors, on a développé au fil des années toutes sortes de stratégies pour les convaincre d'embarquer et une fois qu'ils ont embarqué, ils terminent. Et en particulier, on s'est rendu compte que les images, c'était un des buts des petites vidéos qu'on faisait, mais ça les paniquait plutôt qu'autre chose en se disant mais on ne sera jamais capable de se rendre comme ça à cette étape-là. Les seuls critères d'exclusion sont l'incapacité de participer à une expérience collective. Donc, c'est finalement le seul critère d'exclusion. Et quand ça arrive en début d'un groupe, ce qu'on propose aux jeunes, on leur dit, écoute, tu n'es pas tout à fait prêt, mais quand tu seras prêt, tu pourras revenir à un autre atelier. Ces ateliers, on les a débutés à Montréal il y a à peu près 12 ans. C'était d'abord mes patients, puis les patients d'hôpital, puis maintenant on reçoit des patients de toute l'île de Montréal. Ça s'est développé dans d'autres régions. On a eu une subvention d'Intact qui nous a permis de développer un guide de formation, de développer des outils pour permettre de former les artistes et de former les intervenants ailleurs. Et on a pu donc développer un atelier à Vaudreuil d'abord, Saint-Jérôme, Rivière-du-Loup, il y a un atelier de violoncelle et point intéressant, un atelier en partenariat avec le musée du Bas-Saint-Laurent, et puis Chicoutimi qui vient de commencer, et enfin Rouyn-Noranda qui est en cours d'élaboration. Tous ces sites permettent bien sûr de considérablement consolider la recherche, puisque chaque site va participer à une banque de données qui est maintenant qui a été développée à Sainte-Justine. Je vous ai parlé du volet premier d'Espace Transition, qui était un volet de rétablissement, de réadaptation, mais on a développé parallèlement d'autres secteurs, comme un volet thérapeutique avec la musicothérapie, qui vous en parlera, avec une publication, un volet humanisation des soins, dont on a parlé brièvement, le cercle rythmique, un volet en cours d'élaboration avec les enfants plus jeunes, ça c'était une demande de nos collègues pour les enfants de 7 à 12, avec le Centre Marie-Enfant, et puis un volet scolaire avec l'organisme MU, et là on voit comment le rétablissement rejoint la prévention et la promotion de la santé, je pensais à ce que Lise disait tout à l'heure, et peut-être, eh bien, si vous étiez intéressé à développer d'autres projets avec les clientèles adultes, c'était un peu le propos de notre rencontre aujourd'hui. Le volet recherche, comme je vous l'ai dit, je l'ai répété, mais c'est tout à fait réel et a été au cœur et au centre d'Espace Transition depuis le début. C'est un défi de taille parce que Espace Transition réunit toutes les conditions que les chercheurs détestent, une hétérogénéité des groupes, une taille réduite des groupes, une variabilité du contenu selon les modalités artistiques, les artistes, etc. Donc, c'était un défi de taille qui m'a relevé avec beaucoup de talent. Et je vais lui laisser la parole. Donc, je pense qu'il faut que je termine mon partage d'écran. Alors, attendez. S'il vous plaît. Merci, Patricia. Voilà. Merci. À moi de jouer. Voilà, vous voyez bien Laboratoire Espace Transition? Parfait. Je vais juste vous replacer en mosaïque parce que j'aime bien vous voir en présentant.
Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Je vais enchaîner sans tarder parce que déjà le temps a filé. Je vais y aller rondement dans l'espoir de nous garder un peu de temps là, pour discuter à la fin. Donc, moi, je vais vous parler plus spécifiquement des activités de recherche qu'on réalise au laboratoire Espace Transition, laboratoire qui est niché au centre de recherche du CHU Sainte-Justine, mais qui éventuellement, on l'espère, pourrait peut-être avoir certaines ramifications au centre de recherche du CHU. Voilà. Donc, comme Dr. Garrel l'a déjà mentionné, dès les tout premiers balbutiements du projet Espace Transition, une démarche de recherche collaborative y a été associée. Puis, d'emblée, la synergie entre les équipes de clinique, artistique et de recherche a été telle que ça nous a vraiment permis d'emprunter la voie d'un réel processus itératif de développement et évaluation, par lequel, en fait, la recherche se trouve à informer chacune des étapes du développement, du pilotage, de l'adaptation, puis éventuellement de la dissémination plus large des programmes. Donc, en cohérence avec ce type de processus de développement et évaluation, nos objectifs de recherche sont principalement des objectifs de nature évaluative. Donc, on cherche en fait à comprendre, évaluer les programmes Espace Transition selon 3 volets. D'abord, l'évaluation de la mise en œuvre, qui comprend d'une part la description détaillée de la mise en place de chacune des composantes essentielles dont Dr. Garrel vous a déjà brièvement parlé. Dans ce cas-ci, donc, on va décrire la mise en place de ces composantes-là, on va la comparer aux planifications initiales, puis on va s'affairer à documenter finement toutes les adaptations qui sont apportées à la mise en place de ces composantes-là en réponse aux réalités idiosyncratiques de chacun des contextes d'implantation. C'est aussi dans ce volet-là qu'on va documenter les caractéristiques des participants rejoints par les interventions, donc en termes de caractéristiques sociodémographiques, cliniques, autres services reçus, par exemple. On va documenter leur exposition au programme, leur réponse à ceux-ci, comment ils se mobilisent, comment ils y participent, ce qu'ils en pensent. C'est aussi dans ce volet-là qu'on va s'affairer à documenter les différents obstacles et facilitateurs à la mise en place des programmes selon les différents contextes. Bien entendu, on s'intéresse aussi aux effets des programmes Espace Transition. On s'intéresse spécifiquement à l'étude de la rencontre des différents objectifs des programmes. Dr. Garrel en a déjà parlé dans la lignée des approches dites positives, dans ce cas-ci, des approches axées sur le rétablissement. Les programmes visent ultimement à favoriser le bien-être et l'adaptation psychosociale de jeunes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, également à réduire la stigmatisation dont ils sont victimes. Et ça, selon nos modèles, ça passe par la rencontre d'un certain nombre d'objectifs intermédiaires, plus proximaux, dont l'amélioration de la façon dont ces jeunes-là se sentent, la façon dont ils se perçoivent, la façon dont ils interagissent avec les autres, leur fonctionnement global également. Ici, on parle du construit psychiatrique qui comprend les dimensions d'autonomie de fonctionnement dans les routines, participation sociale, etc. Les programmes visent également à modifier la perception qu'entretiennent les gens qui gravitent autour des participants à l'égard des problèmes de santé mentale et des gens qui en vivent, ceci dans une optique là, de diminution de la stigmatisation. En plus de l'étude de la rencontre des cibles stipulées des programmes, notre évaluation des effets comprend toujours un volet de nature plus exploratoire qui vise à documenter l'ensemble des effets anticipés et non anticipés des programmes. Puis dans ce cas-ci, ça pourrait inclure dans certains cas d'éventuels effets indésirables ou négatifs qui sont évidemment très importants à documenter. Enfin, un dernier volet d'évaluation, assez classiquement toujours, c'est un volet d'évaluation des mécanismes d'action. Donc, on cherche à mieux comprendre quels sont les processus à l'œuvre qui conduisent en fait aux effets qu'on attribue à la participation au programme. Je vais vite, là, je vais rattraper le temps. Quelques mots sur nos méthodes de recherche. Vous l'aurez compris, puis Dr. Garrel a déjà commencé à en parler. De toute façon, vous appartenez à un axe d'innovation, donc il n'y a rien de ça qui devrait être nouveau. Mais quand on s'intéresse à un objet d'étude qui est aussi complexe, fluide, hétérogène qu'un programme comme ceux d'Espace Transition, qui offre en fait une expérience de création collective qui est paramétrisée seulement dans ces grandes lignes, dans ces macro-composantes, mais qui sont nullement standardisées en termes de contenu ou de micro-composantes. Il va sans dire que ça suppose l'adoption d'un certain nombre de postures comme chercheur, puis ça suppose de privilégier des méthodes de recherche bien particulières, d'autant que nous, on s'intéresse à étudier ces programmes-là dans leur contexte de livraison
en contexte de pratique courante. Là. Donc, on fait du real world en tout cas. Donc, dans des contextes qui eux-mêmes varient énormément, sont complexes, sont hétérogènes. En plus, on s'intéresse en fait à l'interaction entre ces programmes-là, livrés en contexte de pratique courante, et des individus qui eux-mêmes sont excessivement différents les uns des autres, que vous l'aurez compris. L'hétérogénéité des groupes de participants est une des composantes essentielles des programmes Espace Transition. Donc, vous voyez le cumul de défis qu'on rencontre comme chercheurs. Donc, d'emblée, ça supposait l'adoption, comme je l'ai dit, d'une posture très pragmatique. Je dirais même d'abord et avant tout d'une posture d'humilité, ensuite d'une posture pragmatique, d'une grande ouverture, de créativité même, de collaboration étroite avec les parties prenantes des programmes, incluant les usagers, également les responsables de la livraison des programmes. Et puis, c'est ça, ça nous a conduit à ne pas hésiter à emprunter à divers courants méthodologiques pour aller sélectionner les espèces de combinaisons de méthodes, de stratégies qui pouvaient nous permettre de générer des données de qualité, éventuellement des conclusions d'évaluation utiles et valides, tout en respectant le cours le plus normal possible des programmes, puis en tentant pas d'en réduire artificiellement la complexité. Gros pari, puis vous verrez que ça n'amène pas nécessairement au même type de recherche puis au même type de robustesse de preuve que dans d'autres domaines, mais en même temps, ça nous a permis à travers les années de bâtir un corpus de connaissances toujours croissant, toujours plus solide sur ces stratégies-là qui sont extrêmement novatrices et vous le verrez assez promettantes. Une des stratégies, je passe vraiment vite, mais une des stratégies sur lesquelles on s'appuie beaucoup pour accroître la validité interne de nos conclusions, à défaut de pouvoir mettre en place des devis expérimentaux ou quasi-expérimentaux robustes, c'est la triangulation, qui est toujours au cœur de nos devis. D'abord, triangulation de type de données. Donc, on réalise toutes nos recherches en méthode mixte. On recueille toujours des données tant qualitatives que quantitatives. Généralement, dans une logique parallèle convergente, c'est-à-dire sur les mêmes construits, sur les mêmes dimensions évaluées. Donc, on cumule les deux types de données pour accroître la richesse de compréhension des phénomènes, mais aussi pour, dans le fond, combiner les forces de chaque type de données puis pallier leurs limites respectives. On triangule aussi un max de sources de données, donc on accorde toujours une grande place au point de vue des participants eux-mêmes, donc des usagers, et on essaie toujours de conjuguer leur point de vue à celui de leurs proches, de leurs cliniciens traitants, aussi ceux qui sont responsables du suivi clinique à l'extérieur des programmes. On met également à profit des observateurs indépendants qui viennent des équipes de recherche dans la plupart des cas. Et puis, finalement, on utilise une variété de méthodes, donc de stratégies de collecte de données. Donc, au-delà des classiques questionnaires, entrevues, on fait beaucoup appel aux données observationnelles. Dans certains cas, on utilise des appareils d'enregistrement physiologique. On utilise aussi les données de dossiers médicaux, registres officiels, etc. Voilà. Donc, malgré toutes leurs limites, tous les défis rencontrés, comme je le disais tantôt, nos recherches nous ont quand même, en 10 ans, permis d'arriver à un certain nombre de choses. Tout d'abord, de raffiner le modèle logique des programmes. Vous voyez ici une version archi simplifiée du modèle logique général au programme du volet réadaptation d'espace transition. Nos recherches nous ont aussi permis d'appuyer la faisabilité de ces programmes-là dans une diversité de contextes, leur acceptabilité sociale, leur sécurité relative également. Et de plus en plus, nos recherches nous permettent d'appuyer le caractère prometteur de ces programmes-là comme stratégie de réadaptation psychosociale pour jeunes vivant avec des troubles. Dans les diapositives qui vont suivre, je vais vous montrer quelques résultats à l'appui de ce caractère prometteur-là en me centrant seulement sur certaines des cibles intermédiaires. Les résultats que je vous présente proviennent surtout d'études pilotes qui ont été réalisées à la pièce sur des programmes précis à mesure qu'ils se développaient. Mais de plus en plus, ces résultats-là sont répliqués par les analyses qu'on peut réaliser sur des données qu'on recueille dans le cadre d'un protocole d'évaluation multicentrique continue des programmes qu'on a mis en place en 2018 qui nous permet maintenant de recueillir de manière systématique des données comparables sur tous les participants au programme Espace Transition aux 4 coins du Québec, peu importe la modalité. Ça, c'est super intéressant comme dispositif parce que là, c'est en train de nous générer un corpus de données pas mal plus conséquent qui nous permet, d'une part, de répliquer les résultats préliminaires, mais aussi éventuellement de s'intéresser à des questions de différenciation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'intéresser enfin à mieux comprendre
dans le fond, comment la réponse au programme varie en fonction de diverses caractéristiques personnelles et contextuelles, qui sont vraiment, en fait, les réelles questions d'intérêt. Donc, voilà. Je regarde mon temps. 34, pas si mal. OK. Alors, d'une part, nos études jusqu'ici nous ont permis de montrer de manière assez systématique que la participation ponctuelle à un atelier de création collective de espace transition tend à générer une amélioration à court terme, immédiate à court terme, dans la façon dont les participants se sentent en moyenne. Ça se reflète surtout dans une diminution des affects négatifs. Donc, les jeunes se sentent un peu moins stressés, un peu moins préoccupés, un peu moins colériques, etc. Ça, c'est des résultats au PANAS. Puis, donc, une échelle d'évaluation, d'auto-évaluation affective qui fluctue, une très bonne sensibilité, là, qui fluctue très rapidement, là, qui est sensible aux fluctuations à court terme de l'affect. Et puis, donc ça, c'est pré-post-atelier du programme. On enregistre ça à différents moments dans la session. Puis, on a aussi enregistré une amélioration, celle-ci d'ordre un peu plus sommative, de bien-être subjectif, tel qu'évalué à l'aide de l'indice de l'OMS. Donc, une amélioration entre les quelques jours qui précèdent le début d'une session d'un programme et les quelques jours qui succèdent la fin de ce programme-là, dans la façon dont les jeunes auto-évaluent leur bien-être. Si on se fait à ce résultat-là, c'est une amélioration qui pourrait se maintenir même au-delà, au cours des quelques mois suivant la complétion d'un programme. Bon, les améliorations au niveau de l'affect, du bien-être, ça correspond aussi à un des principaux thèmes qu'on repère dans le discours des différents types de répondants à travers nos études. Je vous ai mis quelques exemples ici. Je vais en mis deux petits exemples ici, je pense. Je vais tasser vos petits visages pour pouvoir la lire avec vous. Donc, je pouvais avoir une crise de panique et de larmes avant de me rendre au programme, puis ressortir heureuse et complètement zen. Ça, c'est une participante de 16 ans qui nous dit ça. Et puis ici, une citation d'une maman de participante. Elle était beaucoup plus joyeuse dès la première activité, plus heureuse, plus relaxe. Je vais toujours rondement. On a aussi certains indices du caractère prometteur des programmes pour améliorer la compétence et l'aisance sociale. Alors ici, une augmentation des scores à une échelle d'évaluation de la compétence sociale, ainsi qu'à une échelle du sentiment d'acceptation et d'intérêt social entre pré-programme et post-programme. Puis encore une fois, ici, les améliorations dans la sphère sociale sont un autre des grands thèmes repérés par le biais de nos analyses qualitatives. Je vous ai mis encore une fois ici une petite citation en exemple, cette fois-ci d'un participant de 17 ans. Ça m'a rendu plus à l'aise. Si je n'avais pas fait le programme, je ne serais pas aussi ouvert et je n'irais pas vers le monde. C'est le genre de citation qu'on recueille de manière assez systématique et abondante depuis le début de nos études. Au niveau de la perception de soi, encore un certain nombre de résultats quantitatifs à l'appui, dont surtout une diminution de la dimension négative de l'estime de soi, qu'on repère plus fréquemment, puis avec une ampleur plus conséquente que l'amélioration de la dimension positive. On ne se l'explique pas tout à fait, mais ça, c'est assez systématique comme portrait. Et puis, encore une fois, ici, c'est très largement corroboré par les résultats d'analyse qualitative. En effet, on repère systématiquement des thèmes relatifs à l'amélioration de la perception de soi, que ce soit une augmentation de l'estime de soi, de la confiance en soi, du sentiment d'auto-efficacité, un sentiment de valeur, de fierté, d'accomplissement. Ça, c'est des thèmes qui sont très, très largement repérés dans le matériel qualitatif recueilli là, depuis le début de nos recherches. Encore une fois, ici, une citation pour exemplifier. Donc, mon estime de moi n'était pas super forte, mais en faisant des activités comme ça, le spectacle et tout ça, ça m'a donné une confiance en moi, nous dit une participante de 15 ans. Pour finir, le fonctionnement global, ici, on a des résultats qui proviennent de la complétion d'instruments par des cliniciens répondants, donc des psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux responsables du suivi clinique des participants à l'extérieur des ateliers, donc qui n'ont rien à voir avec le programme. C'est des résultats qui montrent là, une amélioration très importante là, des scores à l'évaluation globale du fonctionnement, par exemple, une diminution des scores à toutes les dimensions du Morningside Rehabilitation Status Scale, donc qui indique quand même une amélioration conséquente là, du fonctionnement global tel qu'évalué par les cliniciens répondants.
Et puis, encore une fois, corroboré également par leur dire aux entretiens. Dans ce cas-ci, on a une travailleuse sociale qui nous dit ce que le programme a apporté là, à la jeune qu'elle suivait. La dégrouiller, je dirais, la faire sortir de chez elle. Elle vivait un isolement qui était morbide. Donc, ici, on répare à la dimension d'isolement social du fonctionnement global. Alors qu'ici, un participant réfère plus à la dimension d'inactivité. Plus spécifiquement, il parle d'une espèce d'amorce de développement d'une motivation intrinsèque à se mettre en action. Il dit ce que le programme a apporté, mais l'envie de faire du cirque et peut-être travailler plus au théâtre, en tout cas travailler plus de mon côté à participer dans les activités. Comme ça. On voit que c'est des amorces, mais qui peuvent, dans une trajectoire là, de pathologie, s'avérer déterminante là, pour le fonctionnement de ces jeunes-là. Pour terminer sur la portion du volet réadaptation, je vous parlais tantôt qu'on s'intéresse aussi à évaluer les mécanismes d'action à l'œuvre au sein des programmes. Ici, vous voyez la synthèse des résultats d'une démarche inductive, donc vraiment à partir des données du terrain, on a mis en lumière, dans ce cas-ci, 4 catégories de mécanismes qui semblaient particulièrement à l'œuvre. Dans ce cas-ci, dans le programme Tous en scène, donc c'est celui qui mobilise les arts du cirque et les arts du théâtre, plus spécifiquement. Puis on a pu même relier chacune de ces catégories de mécanismes-là à des composantes spécifiques du programme, et ainsi qu'à des familles de changements qui y avaient été associées. Voilà pour le sprint sur le volet réadap, qui est clairement le volet majoritaire d'activité à espace transition, vous l'aurez compris, qui est celui dont on vous a surtout parlé aujourd'hui. Et comme Dr. Garel l'a mentionné brièvement, espace transition se décline aussi en un volet thérapeutique et en un volet d'humanisation des soins. Et même depuis plus récemment, en même un 4e volet plus émergent, un volet de promotion du développement positif des jeunes et prévention ciblée en milieu scolaire secondaire. J'aimerais ça prendre encore 3 petites minutes pour vous présenter brièvement un exemple d'activité de recherche associée à chacun de ces volets. Ça va, Mme Gauvin, si je prends 3 minutes? OK, super. À commencer par le volet thérapeutique. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est les principaux résultats issus d'une étude pilote qu'on a réalisée sur une intervention novatrice de musicothérapie réceptive offerte aux enfants et aux adolescents fréquentant une unité d'hospitalisation en psychiatrie de Sainte-Justine. Donc, via un devis intra-individuel à mesure répétée avec conditions de comparaison, on a montré que, en moyenne, les jeunes se sentaient mieux suite à la participation aux séances de cette intervention de psychothérapie-là. Puis, on a montré que cette amélioration affective-là était supérieure à celle enregistrée suite à la participation à d'autres activités de la programmation thérapeutique ou de loisirs de l'unité d'hospitalisation. Donc, c'était quand même une amorce d'appui quand même assez intéressante pour cette modalité thérapeutique tout à fait novatrice. Maintenant, dans le volet d'humanisation des soins, volet qui, soit dit en passant, était très, très, très fortement soutenu par notre ancienne équipe de direction générale, qui est maintenant la vôtre, gang de chanceux. Donc, l'équipe de Dr. Brunet, Cathy Malas, etc. Donc, c'était très, très dynamique au CHU quand ils étaient là, ce qui est l'amélioration de l'environnement thérapeutique. Puis dans la foulée de cette mouvance-là, on a développé avec Jeunesse musicale Canada une activité de drum circle, de cercle rythmique qui était offerte à l'ensemble de la communauté de l'hôpital. Donc, tous les patients aptes à y participer, leurs proches visiteurs, les membres du personnel. C'est une activité sur une base hebdomadaire, drop-in, c'est-à-dire sans inscription, volontaire. Puis on a montré par une étude pilote que l'activité avait été un franc succès de mise en œuvre, d'acceptabilité, de participation également, et ce, malgré les nombreux écueils que vous pouvez vous imaginer qu'on rencontre pour mettre en place ce genre d'activité originale-là à grande échelle dans un centre hospitalier tertiaire mère-enfant. C'était vraiment pas gagné. Puis en plus, encore une fois, là, nos résultats indiquent que la participation à une telle activité peut permettre à toutes ces catégories de participants-là susceptibles de leur permettre de se sentir mieux, du moins à court terme. Ce qui en soi est un résultat qui soutient la pertinence et l'intérêt de la mise en place de ce type d'adjuvant thérapeutique dans des hôpitaux comme les nôtres, de sorte à humaniser davantage l'expérience et à améliorer, dans le fond, l'environnement thérapeutique. Issue de cette étude-là qui nous vient d'une jeune participante de 13 ans, je me sentais plus énergique que d'habitude, plus pumpée, genre contente.
Finalement, très, très, très brièvement, un petit mot sur des projets qui appartiennent à notre volet plus émergent, qui visent ni plus ni moins à infiltrer le milieu scolaire avec des stratégies élaborées à Espace Transition. Dans ce cas-ci, c'est un projet en partenariat avec l'organisme MU et puis des collaborateurs du milieu universitaire qui vise, dans le fond, à piloter et évaluer un programme qui reprend, en fait, l'ensemble des composantes essentielles de nos programmes de réadaptation, mais qui sera offert sous forme d'activités parascolaires en milieu secondaire à des élèves de la fin du secondaire ciblés en raison de manifestations de problèmes de santé mentale, surtout de nature intériorisée, et visant, dans le fond, à promouvoir leur développement global positif en dépit de leur vulnérabilité socio-émotionnelle. C'est la collecte de données qui commence en septembre, on est bien excités. Vous envoyez ici le modèle logique complet qui a été élaboré par une de nos brillantes étudiantes au doctorat, Rossio, qui est ici présente, je crois. Et puis, dans ce cas-ci, une des choses qui est super intéressante, c'est qu'on aura enfin la possibilité de mettre en place un devis quasi-expérimental robuste, tout en demeurant dans une logique d'effectivité, donc en négligeant en rien la validité écologique. Là, puis finalement, c'est un projet qui est plus périphérique à Espace Transition, mais qui est fortement relié là, en plusieurs points. Un projet de déploiement, toujours en milieu secondaire, du programme BLUES, qui est un programme validé d'intervention cognitive comportementale brève visant à prévenir la dépression chez des adolescents ciblés en raison de symptômes élevés. C'est surtout un projet de mobilisation des connaissances, déploiement à grande échelle, par lequel on étudie, entre autres, l'intérêt relatif de différents dispositifs d'accompagnement et de soutien à la mise en place d'interventions exemplaires, dans le fond, en milieu secondaire. Voilà. Bon, bien, je m'arrêterai maintenant. Là, je devais céder la parole à Dr. Garrel pour qu'elle vous présente un peu brièvement pourquoi on pensait que c'était intéressant pour nous de s'associer à vous. On peut peut-être le faire ou on peut peut-être choisir d'entrer tout de suite en interaction avec vous. Personnellement, c'est ce qui m'intéresserait le plus, là, mais Dr. Garrel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je pense que on peut aller peut-être avec la discussion. Je pense que... Oui, vous pouvez lire. Dans le fond, on a déjà des collaborations avec certaines des équipes au CHUM. Joindre le CR nous permettrait juste d'aller un peu plus loin là-dedans. Évidemment, ça nous permettrait d'initier plus facilement de nouvelles collaborations avec certaines d'entre vous. Et puis, voilà, là, en gros, c'est ça, hein, Dr. Garrel? Alors, je me permets de donner une bonne main d'applaudissement et j'invite les collègues à en faire autant. Si on avait été en présentiel, on vous aurait donné une ovation debout parce que c'est ce qu'on fait, parce que ça donne de l'énergie. C'est vraiment sympathique. Merci pour cette magnifique présentation. Peut-être pour permettre à tout le monde de se voir, on peut fermer ou arrêter la vidéo. Et je vais inviter les gens, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui applaudissent, mais j'inviterai les gens à soit lever la main s'ils ont une question à poser ou encore de me faire signe et d'ouvrir leur caméra et leur micro pour poser des questions. Et je veux vous dire, si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai plein. Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, est-ce qu'on a une première personne qui veut se lancer? Alors, j'ai vu José Côté et je vois aussi Isabelle Doré. Donc, José. Merci beaucoup pour votre présentation que j'ai trouvée en fait fort intéressante. Je trouve, en tout cas, je connaissais peu vos travaux, mais bref, je vais regarder plus à fond. Je suis une infirmière, je suis chercheure au Carrefour et puis je développe plus dans la cybersanté. Je ne suis pas avec une clientèle jeune, mais je voyais en fait, dans le fond, le but premier, là, vous êtes beaucoup avec des clientèles de santé mentale pour essayer de canaliser une énergie dans un espace créatif. Je me disais, bon, avec tes clientèles, le centre ambulatoire vient d'ouvrir en cancérologie, où il y a peut-être, en tout cas, de l'anxiété au moment de recevoir des diagnostics, mais au moment aussi de gestion de la chimio et de tout. Je me disais, bon, est-ce que vous pensez, j'avais comme 2 ou 3 questions, mais disons 2, je vais commencer avec 2. Est-ce que vous pensez transférer, parce que j'ai vu aussi vos intérêts au départ, c'est un transfert en lien avec ce qui touche des problématiques de santé mentale, mais de transférer avec des clientèles au CHUM qui vivent de l'anxiété parce qu'ils ont un problème de santé plus, on dira, physique, là, bien qu'on ne veut pas tout décortiquer. Donc,
peut-être faire des essais avec des clientèles aussi peut-être moins jeunes, plus adultes, qui ont, dans le fond, qui éprouvent un problème de santé plus physique. Ça, c'était une première chose. Puis l'autre affaire qui me questionnait tout le long, est-ce que les jeunes que vous avez rejoints, c'est des jeunes qui ont plus un penchant vers les arts ou vers, en fait, pour diminuer leur stress, ils ont comme déjà un penchant, ou il y en a d'autres qui vraiment découvrent là, les arts ou peut-être qui découvrent ce nouveau volet. Donc, c'est parce que en tout cas, bref, c'est ça, je me demandais ces deux questions-là. J'arrête. Je peux peut-être répondre à vos deux questions, puis Kim complétera. Donc, pour la première question, effectivement, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on a essayé d'être le plus concise possible, mais après, on l'a proposé d'abord aux adolescents qui avaient été hospitalisés à l'unité parce qu'on constatait qu'effectivement, après l'hospitalisation, il y avait toujours cette période critique de fragilité, de retour dans la vie normale, et que ça créait un cercle vicieux de rechute et puis un peu un refuge derrière le diagnostic. Mais ensuite, on l'a ouvert. En fait, c'est un projet qui est ouvert à tous les patients de l'hôpital. On reçoit tous les patients qui sont atteints de pathologies chroniques ou d'obésité. Les patients, on a même initié avec les patients qui sont aux prises avec un problème de sida. Cette normalisation, cet anonymat leur convient très, très bien parce que souvent, ils ne veulent pas parler de leurs difficultés. Donc, on n'est pas dans la parole, on est dans l'action et ça s'adresse en fait à toutes les clientèles en termes de santé mentale. Donc, ça, c'est pour votre première question. Et c'était notre idée, effectivement, quand on a discuté avec Lise et avec Cathy Mala, avec Dr Brunet, avec Dr Assoin, c'était de se dire, mais ça peut s'appliquer au-delà de 25 ans. Ce n'est pas quelque chose, on peut y penser, on peut le décliner sous toutes sortes de façons. Pour votre deuxième question, qui est une bonne question aussi, on a des jeunes qui sont très intéressés, mais on a des jeunes pour qui l'art était complètement en dehors de leur champ de connaissances et d'intérêt premier. Ça a été très intéressant de voir ça notamment avec l'opéra, parce que quand on arrive avec un atelier d'opéra, la première réponse, non, il n'en est pas question. Et le plaisir qu'ils ont eu à découvrir toutes ces facettes, en fait, souvent, c'est une initiation pour eux très intéressante. Alors, je parlais rapidement du recrutement, et c'est dans les stratégies de recrutement de leur montrer qu'ils n'ont pas besoin d'être bons, ils n'ont pas besoin d'être artistes, c'est de découvrir, d'explorer et de se reconnaître eux-mêmes, en fait, de se connaître mieux au travers de toutes ces modalités-là. Alors, il y en a qui sont tout de suite tentés, et effectivement, mais il y en a d'autres, non, pas du tout, c'est plus le processus. On leur explique qu'est-ce qu'ils vont aller chercher pour eux dans cette démarche-là, dans ce processus-là. Kim, si tu veux ajouter des choses. Je pense qu'on peut prendre une autre question si ça répond correctement à vos questions, Madame Côté. Super. Oui, je vais céder la parole à Isabelle, mais je me permets de faire une mention du commentaire de Cathy, Cathy Malas, qui est en attente pour la vaccination, là. Alors, elle dit bravo pour cette superbe présentation et surtout pour votre programme remarquable. Vous avez toujours notre appui pour soutenir et au CHUM. Donc, bien noté. Là, Isabelle, je pense qu'elle s'est levée. Oh, elle revient en courant. Donc, Isabelle, à toi la parole. Juste à temps. Oui, juste à temps. Je suis vraiment désolée, c'était le traditionnel cloche qui sonne à la porte. Je suis vraiment désolée. Un gros merci pour votre présentation. C'était excessivement intéressant. J'avais eu la chance d'assister à la présentation à Innovaction en 2019, je crois, là, que Mme Garrel avait fait. C'était excessivement intéressant. Effectivement, je pense que c'est très intéressant. Vous avez pointé la question d'élucider les mécanismes d'action. Évidemment, vous venez me rejoindre. Donc, je sais que c'est un de vos intérêts aussi. Tout à fait. Donc, je trouvais ça intéressant. J'aime beaucoup aussi la diversité des indicateurs de santé mentale. Vous avez parlé d'effets positifs, négatifs, différentes formes de bien-être. Super intéressant. Puis, une question que je me posais, c'est la question des garçons et des filles, en fait. J'ai actuellement différents projets en cancer, puis on se rend compte que les hommes réagissent très différemment, réagissent et ont un rapport très particulier à la demande d'aide. Ils ne vont pas vers l'aide, mais quand on leur en parle, ils réalisent à quel point ça aurait pu être bénéfique. Ça se voit beaucoup auprès des populations adultes, jeunes et plus âgées. Puis je me demandais chez les jeunes, qu'est-ce que vous aviez observé? Moi, c'est beaucoup en activité physique, mais je peux m'imaginer qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu similaire. Puis je ne sais pas s'il y a des distinctions en termes de participation, en termes d'effet. C'est quelque chose pour lequel je suis très curieuse, puis je me demandais ce que vous aviez potentiellement observé.
En fait, au départ, dans le recrutement, on a eu beaucoup plus de garçons on avait plus de garçons qu'attendu. Ça change vraiment avec les groupes. Mais j'ai l'impression que la façon dont on le présente, c'est que ce n'est pas du tout une thérapie. On ne va pas les chercher par le côté thérapie. On leur dit non, ce n'est pas une thérapie, c'est un projet. Et l'idée, c'est, bon, les effets thérapeutiques sont collatéraux et sont par la bande, mais ils ne sont pas discutés. Et comme ce ne sont pas des projets elles sont verbaux, en fait, on est dans l'action, ça convient assez bien aux deux côtés. On a pas mal de garçons qui s'impliquent. Ça dépend des groupes, encore une fois. Et je vais laisser la parole à Kim pour finir. Mais on n'a pas fait de séparation en termes d'évaluation, par exemple. On n'a pas évalué différemment si ça répondait, si les questions répondaient mieux ou différemment. Effectivement, ça n'a pas été des questions qu'on s'est posées. Ben, en fait, c'est pas à défaut de se poser la question, c'est à défaut d'avoir eu les moyens d'y répondre jusqu'ici. Donc, c'est une question super intéressante, effectivement, Madame Doré. On arrive là, à une place où on va pouvoir commencer à questionner ces différences de réponses-là de manière un peu plus, disons, avec de meilleurs moyens. Jusqu'ici, si on se fie, je ne sais même pas si j'ai envie de m'avancer. Je pense que je vais laisser nos données parler dans les prochains temps. Je préfère ça, mais c'est certain qu'on est à investiguer ces réponses différentielles-là de manière plus spécifique. Ouais. Mais ma réponse, elle était complètement clinique. Hein. Mais c'est ça. Moi aussi, je voulais y aller de certaines impressions cliniques qu'on a recensées depuis le début. Parce que quand on propose le projet à un jeune, parce qu'on pense que ça va l'aider, la réponse des garçons souvent est pas du tout effarouchée. Oh non, pas de la parce qu'on le présente de telle façon ce côté action, ce côté, c'est souvent ils le reçoivent bien. Mais c'est complètement clinique, effectivement. On va attendre. Je trouve ça très intéressant. Je voulais juste amener, ça va beaucoup dans le sens de ce qu'on observe aussi. Si on va au-devant, en tout cas, c'est ce qu'on observe beaucoup avec les garçons, si on va au-devant des garçons, ils répondent, et des hommes, c'est la même chose, ils répondent très bien. Ils apprécient énormément et ils en bénéficient. Oui, c'est ça. Ils vont beaucoup plus rarement venir vers les services. Donc, toute la question de l'approche est effectivement très intéressante. Dans le cas d'Espace Transition, on a affaire à un recrutement qui est très actif. C'est un référencement par les agents cliniques des différents milieux. Il y a des entretiens initiaux, il y a de la préparation qui est faite. Donc, c'est une forme de recrutement qui est très, très active. Il y a beaucoup de travail en amont. Donc, ça rejoint ce que vous dites, qui, effectivement, dans ce cas-là, on a quand même une participation masculine qui est probablement supérieure à qui est assurément supérieure à ce qu'on observe dans des programmes où c'est d'assignation personnelle ou c'est de référencement strictement, là, effectivement. Pour ce qui est après ça, de la réponse au programme comme tel, à l'expérience, ça reste à investiguer encore. Super, mais merci beaucoup. Merci pour l'excellente question. Il y a Cathy qui a une question, puis je me mettrai à la file des questions. Donc, Cathy, à toi la parole. Tout d'abord, merci Lise. Tout d'abord, merci beaucoup. Bonjour Cathy! Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps. Je suis allée in and out, j'avais mon vaccin. Alors c'est good. Vacciné. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe d'Espace Transition pour leur présentation. Ce n'est plus un projet Espace Transition, c'est un programme. Ils ont été pionniers, ils ont été novateurs, c'est un programme pertinent. Jour 1, on a collé toutes les dimensions de notre mission, que ce soit les soins, les services, l'enseignement et la recherche autour de ce programme-là, en partenariat avec les patients et les communautés. J'y vois une valeur ajoutée de collaborer avec Espace Transition, non seulement pour la recherche, pour la formation, et à voir avec l'équipe de santé mentale s'ils veulent continuer à pousser cette offre de service-là à l'adulte, jusqu'à des collaborations avec le JAP. Donc, je tiens juste à vous dire qu'on vous soutient toujours à la direction générale et pour nos chercheurs du Carrefour, je pense qu'il y a des bonnes opportunités de collaboration, des questionnements de recherche pour pousser encore plus les connaissances dans ce domaine-là. Donc, je tenais juste à vous saluer et vous dire qu'on continue à vous appuyer. Merci, Cathy. Vous nous manquez tellement. Alors, merci Cathy pour cette intervention avec laquelle plusieurs d'entre nous sommes certainement 100% en accord et je suis pas mal sûre qu'il va y avoir des suivis dans les semaines à venir. Moi, j'avais des questions plus du type méthodologique. C'était une curiosité que je me demandais. Il y avait deux éléments. C'est que vous connaissez certainement la méthode de l'échantillonnage
des expériences au Ecological Momentary Assessment. Et je me demandais si, si vous songiez à utiliser cette méthode-là, parce que la caractéristique de l'affectivité, c'est que ça change, et ça change même à l'intérieur d'une même journée, mais c'est peut-être qu'on est intéressé non seulement à l'effet moyen, mais aussi à la variabilité, de rendre ça moins vallonneux, là, si on peut s'exprimer ainsi. Mais l'autre élément, c'est que je me suis demandé, compte tenu du fait qu'il s'agit des jeunes et des jeunes qui qui ont grandi avec tous les réseaux sociaux, l'Internet, est-ce que vous avez commencé à regarder les données qui sont sur Twitter, Google et ainsi de suite, ou peut-être les diffusions? Qu'est-ce que ça nous renseigne et est-ce que ça peut nous donner des informations supplémentaires ou vous jugez que c'est pas nécessaire? Donc, c'était des idées qui me sont venues quand vous parliez. Voulez-vous y aller, Dr. Garel? Ou Ben, merci, Mme Gauvin. Donc, les réponses brèves, c'est oui, on y pense, oui, on aimerait ça, oui, on en voit la pertinence, vous avez tout à fait raison. Dans les deux cas, pour ce qui est de c'est des stratégies qu'on a faites qu'approximer jusqu'ici. J'en ai pas parlé beaucoup, mais entre autres à l'unité d'hospitalisation en psychiatrie où on a affaire à une faune de jeunes captifs. Il était plus facile de bâtir des protocoles où on faisait appel à des mesures excessivement répétées, entre autres de leur affect, mais pas seulement, au cours d'une même journée, à l'aide de daily diaries qui étaient mis en lien avec les activités qu'ils faisaient, les choses qui se passaient, etc. Donc, c'est des protocoles super ambitieux qu'on a élaborés, qu'on a tentés, qui ont foiré magistralement, malgré qu'il s'agissait de jeunes qui étaient entre quatre murs, en tout temps, accompagnés d'un staff clinique en or. Ça n'a pas réussi pour toutes sortes de raisons, dont le fait qu'ils sont très malades pendant qu'ils sont hospitalisés. Donc, toute demande supplémentaire était difficile à leur faire et à justifier. C'était difficile d'avoir l'adhésion des équipes cliniques. Derrière ça aussi, je vois Rocio qui est là. Rocio est assistante de recherche sur ce projet-là, puis elle y a goûté aussi. Mais tout ça pour dire qu'on a approximé ces stratégies-là sans les moyens technologiques qui existent aujourd'hui pour les appuyer, qui existaient déjà à l'époque, mais que nous, on ne possédait pas et qu'on ne maîtrisait pas. Donc, Step 2, ça va être de réitérer ces belles ambitions-là, mais probablement mieux outillées et puis plus connaissant, plus expérimenté. Puis j'ai justement une nouvelle collègue qui vient d'être embauchée dans mon département qui se spécialise dans le Ecological Momentary Assessment. Donc, ça fait partie de ma to-do d'apprendre auprès d'elle. Puis pour ce qui est de l'utilisation des postings sur les réseaux sociaux, etc., ça, c'est un domaine super émergent dans lequel on ne connaît pas grand-chose, mais qui est effectivement super intéressant à explorer. Puis je pense qu'on serait juste heureuse de pouvoir s'associer avec des gens qui sont plus expérimentés là, avec ce type de méthode-là pour les mettre à profit, mais ce serait certainement super intéressant, étant donné l'âge de nos participants, la façon dont ils interagissent. Particulièrement en temps de confinement, ça aurait été des données excessivement précieuses à colléger, à défaut d'avoir accès plus directement à eux. Mais, bref, moi, c'est des super bonnes pistes, Mme Gauvin, merci. Alors, excellent. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû quitter, comme on disait en début de présentation, c'est dans le milieu de la journée, les gens ont plusieurs activités, mais je suis sûre que toutes les personnes présentes se joignent à moi pour vous dire un gros merci pour cette belle présentation et cet échange qui est des plus fructueux. Alors, on vous dit un grand merci et surtout au revoir et à très bientôt.